Nous sommes ici présents à l'école École de Condé, Campus Marseille, qui nous accueille gentiment pour cette première table ronde. Et cette première table ronde qui a pour intitulé « Cancer, qui es-tu ?» et qui sera mise en place avec notre modérateur Sylvain Garcia, qui est présent juste ici. Bonjour. Bonjour Sylvain. Donc bonjour, moi je suis Sylvain Garcia, je suis hématologue à l'Institut Paoli-Calmettes, donc je m'occupe de cancer du sang. J'ai aussi une activité de recherche au sein du CRCM, en fait le centre de cancérologie, de recherche en cancérologie de Marseille, qui est sur le même campus que l'Institut Paoli-Calmettes, donc une recherche qui est très connectée avec nos activités hospitalières. Moi, aujourd'hui, j'ai la difficile tâche de modérer la session. Merci. Et je vais bientôt te laisser la parole. Juste un bref petit aparté. Donc, c'est la première table ronde de l'association Cancun. L'association Cancun a pour but tout simplement d'aider l'entrepreneur qui cohabite avec son cancer à créer un réel partage de ses réseaux d'entraide, que ce soit sur du maintien d'activité, sur du sport, sur du bien-être et sur tout l'accompagnement aussi pour les actifs aidants. Donc sur ce, je vais vous laisser commencer cette table ronde avec Sylvain et nos 3 intervenants qui arrivent. Merci beaucoup. Pour cette première table ronde, le thème que l'on a choisi de traiter est un thème introductif, c'est cancer, qui es-tu ? L'idée, c'est d'expliquer avec des mots le plus simples possible un phénomène qui est très complexe, qui existe depuis sans doute de tout temps et qui est extrêmement difficile à traiter. Ça s'appelle le cancer. Donc aujourd'hui, on a avec nous 3 spécialistes, 3 chercheurs de réputation internationale qui réalisent leurs travaux de recherche à Marseille. Donc à ma gauche, Nelson Dussetti, Géraldine Gache et Christophe Ginestier. Ils vont se présenter et dire rapidement, avec leurs mots, leur domaine de recherche. Les questions qu'on va aborder aujourd'hui sont donc d'où vient le cancer, qu'est-ce que c'est que ce phénomène, et surtout et aussi comment le traiter. Donc l'idée c'est d'être le plus interactif possible, donc de pouvoir répondre à vos questions et de partir sur un débat. Je vous remercie. Donc Nelson, peut-être tu peux commencer. Oui, donc je m'appelle Nelson, je suis chercheur des formations en biologiste moléculaire. Je travaille au Centre de recherche en cancérologie de Marseille, qui est un centre de recherche qui est affilié à un hôpital, l'Institut Paoli-Calmettes. Ma spécialité, c'est le cancer pancréatique, l'un des cancers le plus agressifs. Et l'un des seuls cancers, donc malgré tous les efforts qui ont été faits pendant les 30 dernières années, l'incidence augmente. Et on pourra en débattre sur ce phénomène particulier qui touche le cancer pancréatique. Donc je suis très content d'être ici. L'une de mes vocations, c'est d'ouvrir au grand public et aux gens qui sont intéressés les recherches qu'on fait dans les centres de recherche, parce que je pense que c'est très important de sensibiliser les gens à qu'il y a des gens comme nous qui, dans 4 murs, passent une grande partie de leur vie à essayer de répondre aux questions qu'on va essayer de débattre aujourd'hui. Parce que la première chose qu'on a dit quand on a été conviés, si la question qu'on va nous poser, c'est comment est-ce que le cancer apparaît, ben, Sylvain vient de le dire, c'est la raison pour laquelle on se lève tous les matins, on prend nos transports en commun et on va travailler. Géraldine. Oui, bonjour. Donc moi je suis Géraldine, je suis aussi chercheur au Centre de recherche en cancérologie de Marseille. Et moi je m'intéresse, une question qui m'intéresse depuis toujours, c'est de comprendre comment les tissus se développent, comment ils se forment, comment ils se maintiennent et comment ils se réparent. Donc ça c'est mes recherches sur la partie normale. Et je m'intéresse aussi à comprendre comment ces cellules normales deviennent anormales et se développent en cancer. Et je m'intéresse particulièrement au cancer digestif, intestin, côlon, anorectal. Et comme Nelson a dit, on se lève tous les matins pour essayer de comprendre comment ces tissus normaux deviennent anormaux et développent des cancers. Je passe la parole à Christophe. Donc, bonjour, moi c'est Christophe.
Donc, je suis chercheur aussi, comme mes collègues, au Centre de recherche en cancérologie de Marseille. Et donc, moi, ma spécialité, c'est le cancer du sein. Comme vous le savez, le cancer du sein, c'est le premier cancer détecté chez la femme. Et c'est un cancer avec une très forte incidence. Et donc, nous, dans notre équipe de recherche, on est intéressé, comme Géraldine, à essayer de comprendre l'origine de ces cancers du sein, mais également à essayer de développer de nouvelles thérapies pour essayer de contourner notamment les phénomènes de rechute qu'on peut observer chez les patientes qui ont eu un cancer du sein et essayer d'améliorer la prise en charge thérapeutique. Bien, merci. Donc avant de vous donner la parole, peut-être une première question provocante. Comment ça se fait qu'en 2024, on n'ait toujours pas encore compris comment un cancer apparaissait et qu'on n'ait pas réussi à faire disparaître cette maladie de la surface du globe, comme certaines maladies infectieuses? Qui commence? Qui commence? Géraldine? Non, on n'était pas du tout préparés à cette question. Et pourtant, c'est la question que tout le monde se pose. Donc, pour simplifier, comment ça se fait, enfin, quelles sont les causes au sein de la cellule? On va dire pourquoi une cellule devient cancéreuse? Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que quels que soient les cancers, on a toujours un point commun. Le cancer, c'est ce qu'on appelle une maladie du génome. Donc le génome, comme vous le savez sûrement, c'est l'information qui est codée par notre ADN, qu'on peut trouver dans chacune de nos cellules. Et cet ADN est indispensable parce que c'est là qu'on va trouver toutes les fonctions pour faire fonctionner les cellules, quoi. Et dans le cancer, on a forcément une altération du génome, que ce soit au moins une mutation ou des altérations beaucoup plus complexes. Donc on peut déjà résumer à quelque chose d'assez simple, c'est que le cancer, c'est le génome qui donne des mauvaises informations à la cellule qui va commencer à dysfonctionner. Déjà, ça peut être un point commun. Et peut-être je pourrais compléter en disant que simplement, ce qui est commun dans pratiquement tous les cancers, et peut-être si c'est pas vrai, dites-le moi, mais il y a 3 phases. La phase d'initiation, donc comme a dit Christophe, l'initiation, c'est quelque chose qui va se passer au niveau de l'ADN, une mutation, et ça on en a tous les jours. Tous les jours, on a des mutations qui apparaissent dans notre ADN, mais heureusement, on a des mécanismes qui vont réparer ces mutations, mais des fois, les mécanismes de réparation de ces mutations, ils ne marchent pas. Donc il y a l'initiation, après il y a la promotion et la transformation de la cellule qui contient ces mutations, qui va s'emballer et donner un cancer. Donc je résumerai. Excellent, parce que vraiment, dans une pathologie aussi complexe, il est difficile de trouver un point commun. Et là, effectivement, c'est 2 points communs et on ne pourrait pas aller beaucoup plus loin, hein, parce qu'après, chaque cancer a ses particularités et dans chaque cancer, il y a différents types ou sous-types qui ont des caractéristiques particulières aussi. Un autre point commun, c'est qu'on considère le cancer toujours comme une situation en dégénérescence, comme si la cellule avait complètement perdu la notion de ce qu'elle avait à faire. Si je peux me permettre d'être un peu finaliste, la cellule évidemment elle ne réfléchit pas, mais on pourrait lui donner un rôle qui est de s'auto-perpétuer, d'être capable de se diviser et de préserver de cette manière les tissus quand on parle des organismes vivants comme l'être humain. Cependant, le cancer, c'est quelque chose où c'est divisé de manière très, très progressive, très, très importante. C'est quelque chose que la cellule sait faire, parce qu'on vient tous d'une seule cellule qui a généré un embryon et ensuite un individu complet. Qu'est-ce qui se passe qu'une cellule perd le contrôle et devient comme une cellule pseudo-embryonnaire et commence à se diviser de manière maintenant incontrôlée dans ce déséquilibre? La cellule continue à faire des choses qu'elle sait très bien faire. Et il y a des systèmes de contrôle de cette division qui sont contrôlés par le génome, ce qu'on appelle les gènes suppresseurs de tumeurs. Ce sont des gènes qui vont, dès que la cellule se met à se diviser d'une manière incontrôlée, déséquilibrée, les gènes suppresseurs de tumeurs vont bloquer la croissance et, dans certains cas, vont provoquer ce qu'on appelle le suicide cellulaire. La cellule meurt. Le mot difficile, c'est l'apoptose, par exemple, la première mort programmée qu'on a connue. Donc vous voyez, on se pose encore des questions, mais il y a certaines réponses qu'on commence à en avoir. Ça, on sait. Alors, si cette mutation a lieu dans un gène suppresseur de tumeur, la cellule ne peut plus contrôler ce qu'elle sait très bien faire, c'est diviser. Et alors devient comme elle était au tout début de la création de la biologie. Et là, je prends ma casquette de biologiste. Elle devient complètement égoïste.
les cellules, au tout début, il y a des milliards d'années, elles étaient égoïstes, elles se divisaient beaucoup, elles ne s'arrêtaient jamais. C'était l'écosystème qui les contrôlait. Quand elles sont devenues altruistes, elles sont faites des organismes multicellulaires, comme nous, la cellule devient pas égoïste, elle devient quelque part contrôlée. Elle pousse le temps, elle se divise, le temps que la voisine n'a pas contact avec elle. Dès qu'il y a contact, comme dans la peau, les cellules s'arrêtent de se diviser. Mais si les cellules, les gènes qui contrôlent la division sont mutés, sont altérés, les gènes suppresseurs de tumeurs, la cellule se divise, elle ne comprend plus rien. Elle continue. Et là, on a l'apparition d'un cancer. C'est l'un des caractéristiques qui rejoint un peu les deux choses que disaient Christophe et Géraldine, c'est les deux caractéristiques communes. Donc on assiste à l'initiation du cancer. Bien, donc tout ça a l'air très, très compliqué. Est-ce qu'il y a des questions qui émergent là dans la salle concernant cette origine, finalement? Comment ça se fait qu'une cellule d'un coup échappe au contrôle, par exemple? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors moi je vous la pose cette question. Comment ça se fait cette perte finalement du contrôle, que Nelson tu disais, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'équilibre, il y a un début, peut-être des débuts de cancer qui sont tous les jours, finalement dans un organisme avec énormément de cellules, un organisme multicellulaire, il y a des débuts de cancer qui se forment et puis qui sont contrôlés, qui sont finalement qui se développent pas, qui n'ont pas la possibilité de proliférer, de devenir une vraie maladie. Alors qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné cet équilibre est rompu? Oui, c'est une question actuelle que tout le monde se pose un petit peu. Donc si on revient à la base, en effet, nos tissus subissent des agressions en permanence. On peut imaginer la peau avec les UV qui viennent du soleil. On peut imaginer les toxines qui passent dans le tube digestif. On peut imaginer la fumée de cigarette, par exemple. Tout ça, ce sont des agressions que subissent nos tissus. En permanence, il va y avoir des accumulations d'anomalies dans le génome, mais qui vont être plutôt bien réparées, parce qu'on a des systèmes très efficaces de réparation. Des fois, on va laisser échapper des mutations qui ne seront pas réparées. Ça peut être l'origine du cancer, mais des fois, même quand il y a l'accumulation de mutations, on peut ne pas avoir de cancer, et ça, on ne comprend encore pas très bien qu'est-ce qui va faire le déclenchement du passage vraiment du tissu normal vers du tissu cancéreux. Il y a une augmentation de ce qu'on appelle la susceptibilité à se transformer. Donc ça, c'est des choses qu'on essaie de comprendre actuellement, mais ça reste encore des champs de recherche qui sont assez ouverts. C'est toujours un mystère. Là, je peux vous raconter un cas particulier du cancer pancréatique. La lésion précancéreuse, la première, comme on disait Sylvain, pour la première division incontrôlée qu'on connaisse dans le cancer pancréatique, on les appelle panines. C'est l'équivalent de polypes dans le cancer du côlon. Alors, dis le mot. Panine. Donc, c'est des lésions précancéreuses ça ne représente pas une tumeur, ça représente comme une petite excroissance, quelque chose qui se met à pousser de manière incontrôlée, et il reste là. Ça a l'air anodine. Donc, ce qu'on a fait des études dans le passé, dans lesquelles on a fait des autopsies, des personnes qui étaient décédées par d'autres causes, et on a vu que dans plus de la moitié des cancers, des tissus normaux pancréatiques, on avait des panines. Alors le mystère, c'est pourquoi ces panines contiennent des mutations génomiques. Pourquoi certaines vont dégénérer vers une tumeur et certaines ne vont pas le faire. Et là, la réponse, on ne l'a pas encore. On la cherche toujours. Et ça nous ramène à une question que pour ce qu'on a discuté un peu avec les gens de l'association, tourne un peu dans la tête de beaucoup de gens. C'est pourquoi certaines personnes vont développer ce cancer alors qu'on s'expose tous au soleil, beaucoup de gens fument, il y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas. Qu'est-ce qui se passe? Et là, je rebondis dans le panel avec mes collègues, si on pourrait en débattre un peu pour ça. Pourquoi dans certains cas, ce cancer il se développe, il devient très agressif, et dans d'autres cas, on vit notre vie tranquille, même avec des panines dans le pancréas, et on fait une vie heureuse jusqu'à la fin, sans cancer. Il n'y a aucune susceptibilité génétique. Ah, des cancers familiaux. Là, je peux parler pour ma spécialité. Les altérations génétiques qu'on appelle germinales, qui sont transmises depuis l'état embryonnaire, qu'on les a dans toutes les cellules, représentent 10% des cas. Donc, très peu. Seulement 10% des cas, un tous les 10, et des causes familiales. D'autres cancers ont des fréquences beaucoup plus hautes. Je ne sais pas dans votre spécialité.
Non, dans le cancer du sein aussi, il y a des causes familiales qui représentent environ aussi 10% des cancers du sein. Donc la plupart des cancers du sein, c'est-à-dire 90%, n'ont pas de cause héréditaire. Mais là aussi, on essaie de comprendre quels sont les facteurs qui pourraient déclencher ou pas ces cancers. Mais en tout cas, on peut se mettre d'accord sur quelque chose, c'est que même si on ne sait pas vraiment tout, on ne maîtrise pas parfaitement tous les paramètres qui vont faire qu'un cancer se développe ou pas, ce qui est important, c'est de pouvoir dépister le plus tôt possible ces petites anomalies. Dans le cancer du sein, le dépistage se fait très très bien et ça sauve énormément de vies. Plus on détecte très tôt même quelque chose qui n'est pas cancéreux, plus on peut le suivre, ou même une tumeur qui est à un stade très précoce, on peut agir dessus et la traiter mieux. C'est vrai aussi pour le cancer du côlon, le cancer de la prostate, qui sont des cancers où le dépistage est très bien développé. Peut-être tu veux rajouter. Un hémato ? Alors, en hématologie, c'est beaucoup moins le cas. Il y a peu de cas où on arrive à dépister un cancer hématologique, mais de temps en temps, on trouve quand même des anomalies sur la prise de sang qui ne sont pas graves, qui ne sont pas cancéreuses, mais qui sont un état précancéreux. Donc c'est les lésions bénignes dont on parlait, c'est comme les polypes un petit peu, mais au niveau de l'hématologie, donc c'est des cellules qui sont un petit peu diminuées et qui nécessitent des surveillances avant que le cancer se développe. Je pense que tout ça, ça m'évoque des questions que peut-être vous aussi avez. N'hésitez pas à les poser si vous les avez. La question, c'est en fait l'individu dans tout ça, parce qu'on parle des cellules. On dit les cellules, elles se développent, elles vivent leur vie. Enfin, il y a un humain quand même autour des cellules. Et nous, c'est vrai que dans les cabinets de consultation à l'hôpital, on reçoit les patients qui nous disent, en fait, pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que j'ai mal fait ? Comment ça se fait que ça me tombe dessus ? Donc c'est une question auquel on est confronté dans les cabinets médicaux, dans les salles de consultation, dans les services, auxquels on n'a pas forcément une réponse très facile à donner. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? De votre point de vue de chercheur biologiste, est-ce qu'il y a une part qui est liée au mode de vie, une part qui est liée au stress ? Est-ce qu'il y a des facteurs sur lesquels on peut agir ? Il y a évidemment pas mal de facteurs qui sont connus, même si on ne les connaît pas tous. Ça va dépendre des pathologies. Pour le cadre du cancer du sein, si on enlève bien sûr les cancers héréditaires, on ne connaît pas beaucoup de facteurs de risque. On en connaît, mais ils sont très peu impactants sur la différence qu'on peut avoir entre ceux qui vont développer et pas développer. Ce sont les cancers qui sont liés aux différences hormonales. On sait que, par exemple, des grossesses très tardives peuvent être un facteur qui est associé au développement de cancer du sein, mais ça reste des facteurs qui sont très peu forts sur l'impact de la survenue de cancer du sein. Donc le cancer du sein, en dehors des cancers héréditaires, c'est assez difficile de faire la liste des facteurs prédisposants. Mais dans d'autres cancers, là par contre, on en connaît énormément. Par exemple, je peux parler de cancers plus digestifs, oraux, génitaux, qui est les infections par le HPV, par exemple. Et donc, infection par les virus. Et là, c'est un bon lien pour nous, chercheurs, de aussi initier le public aux vaccinations, parce que maintenant, il y a un vaccin contre les trois virus HPV qui sont responsables de certains cancers, notamment du col de l'utérus. Donc ça, c'est des facteurs connus. Et je suis persuadée qu'on va prochainement arriver à, j'espère, éradiquer, par exemple, le cancer du col de l'utérus avec la nouvelle génération de jeunes qui vont se faire vacciner avec l'HPV. C'est une très belle réussite pour la lutte contre le cancer, effectivement. Oui. Les cancers qui sont provoqués par des virus, et qu'avec une vaccination, on pourrait éradiquer le virus complètement et anéantir ou éliminer cette cause de cancer. Mais je reviens sur quelque chose qu'on a discuté au tout début. On a dit que le cancer, c'est une maladie principalement génétique, et pour que les gènes s'émutent, il faut des mutagènes. Le principal mutagène auquel on est exposé, c'est l'oxygène, qui nous permet de vivre. L'oxygène ? Oui. Donc l'oxygène va produire ce qu'on appelle les radicaux libres. C'est une molécule extrêmement réactive. Et c'est pour ça qu'il nous permet de, quelque part, brûler nos calories et de cette manière avoir l'énergie pour se mouvoir et pour créer les différents composants de l'organisme. C'est une molécule bénéfique.
Mais elle génère, vu qu'elle est très réactive, des radicaux libres. Et les radicaux libres, de temps en temps, ils ne sont pas bien contrôlés par la cellule par une question probabilistique, le hasard. C'est comme quand on joue au loto. Finalement, ça provoque des mutations. On a toute une machinerie qui va la réparer, la mutation. Et une machinerie qui va détecter les mutations qui sont très dangereuses, et comme je vous disais avant, va provoquer la mort de la cellule, l'éliminer. Mais les mutagènes sont en cause. Et effectivement, la manière dont on va vivre va nous exposer plus ou moins, volontairement ou involontairement, à des mutagènes. Et là, on a compris qu'il y a certains pesticides qui sont mutagènes, pas tous, attention, pas tous. Mais il y a certains éléments qu'on utilise dans la vie quotidienne, des fois qu'on ne se rend même pas compte et qu'on ne peut pas le savoir parce que c'est des produits qui ont été mis sur le marché et qu'on le saura dans 10-15 ans. Quand on verra une augmentation brutale de l'incidence, on aura compris qu'il ne fallait plus l'utiliser. Vous en avez entendu parler de plein de choses qui ont été... On a arrêté d'utiliser justement parce qu'on a découvert plus tard qu'ils étaient des mutagènes. Mais il y a un mutagène qu'on connaît tous. C'est la fumée de la cigarette. Et ça, pour le cancer pancréatique, c'est la principale cause. Beaucoup plus que les mutations de l'ADN héréditaire, beaucoup plus que toute autre cause. Et si je peux parler de ma spécialité, il y a deux choses qui sont la principale cause de l'incidence. C'est vivre, parce que c'est un cancer qui va apparaître à peu près à 70 ans. 50 ans, c'est très rare. 60, un peu plus. 70, l'incidence commence à augmenter. Ensuite, ça redescend. Et donc, probablement, la vie, c'est l'exposition à des mutagènes, comme les radicaux libres provenant de l'oxygène. Et la cigarette. Et vous savez, le pancréas, c'est une glande qui intervient dans la régulation du métabolisme du glucose, à travers l'insuline et le glucagon, et aussi à travers la partie exocrine qui va déverser les enzymes digestives dans l'intestin à la digestion. Donc, ce n'est pas du tout concerné par la partie respiratoire, comme les poumons. Cependant, la fumée qui est les toxines qui sont absorbées par les poumons, le flux sanguin, vont aller dans le pancréas parce que c'est une glande métaboliquement très active et ils vont provoquer des mutations dans la glande. Donc je pense qu'un cancer, jamais on le mérite. On n'est pas toujours conscient de notre manière de vivre, mais s'il y a une chose à éviter, c'est des fumées. Pour le cancer du côlon, du poumon et pour le cancer du pancréas. Et d'autres cancers, la vessie. Oui. Nelson, tu as dit une phrase magnifique que je retiens, c'est l'un des principaux facteurs de cause des cancers, c'est de vivre. Effectivement, on a l'impression que ça fait partie de la vie, depuis que les cellules existent. Et comme tu disais, comme vous disiez, l'oxygène, par exemple, rien qu'à soi tout seul, l'oxygène peut être toxique, peut créer des radicaux libres et créer des anomalies au niveau de la cellule. Mais alors, si le cancer fait partie de la vie, on a l'impression quand même qu'il y en a de plus en plus. C'est une impression générale, mais c'est aussi confirmé par les statistiques. Est-ce que, d'après vous, c'est lié au vieillissement de la population, puisque le cancer, quand même, l'âge, comme tu disais, est un facteur de risque de cancer, ou est-ce que c'est lié aussi à d'autres éléments qu'on connaît peut-être pas encore, mais qu'on pourra apprendre à connaître avec les années qui viennent? Qu'est-ce que vous en pensez? Vieillissement uniquement, ou aussi nouveaux facteurs de risque, choses à découvrir? Moi, je ne suis pas clinicienne, mais vieillissement, je ne pense pas, parce que je travaille avec des cliniciens, justement, au niveau des cancers du côlon, qui semblent dire qu'ils reçoivent des patients de plus en plus jeunes. Donc, je pense que malheureusement, ça revient au cadre de vie qui est peut-être de moins en moins bon. Et peut-être qu'on pourrait discuter alors du fait que normalement, donc on a parlé au début du fait que potentiellement on développe des cancers tous les jours, mais on est équipé pour bloquer ces cellules tumorales. Et qu'est-ce qui bloque ces cellules tumorales? Généralement, c'est notre système immunitaire, les cellules qui vont permettre d'éliminer ces cellules anormales. Et donc, il y a beaucoup de nouvelles maladies qu'on appelle auto-immunes, où le système immunitaire va se retourner contre nous. Et donc, peut-être que ça pourrait favoriser ça, c'est vraiment une idée, et je n'ai pas de preuves scientifiques qui montrent que c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de cancers. Mais moi, mon sentiment, c'est que
c'est que le dérèglement de notre système immunitaire est de plus en plus présent et donc il y a de plus en plus de cancers chez les jeunes, notamment dans les cancers digestifs. Après, il est certain que les modes de vie impactent énormément la survenue des cancers. Il suffit de regarder dans les populations, hein. On n'a pas du tout les mêmes cancers qu'on soit en Chine, en Europe ou en Amérique du Sud. Et ça, c'est juste lié au mode de vie. Tout le monde connaît les cas de cette fameuse île japonaise où il y a très peu de cancers et ils ont un régime très particulier. En Chine, par exemple, on va avoir un taux de cancer de l'estomac qui est vraiment beaucoup plus important que dans le reste du monde. Et on sait que c'est parce que la nourriture est moins bien contrôlée. Donc oui, le mode de vie va fortement impacter la survenue des cancers. En Afrique, on ne va pas du tout avoir les mêmes cancers non plus. Le fait d'être exposé, comme on l'a dit, à certains virus, dans certaines populations plutôt que dans d'autres, va faire qu'on va avoir plus ou moins certains cancers, ceux qui sont en tout cas viro-induits par la survenue de virus. Donc oui, le mode de vie est un des facteurs principaux de la survenue de cancer et du type de cancer qu'on va avoir. Et là, une spécialité très importante qui est l'épidémiologie. Nous ne sommes pas, nous ne sommes pas épidémiologistes, mais c'est une activité scientifique et clinique très importante parce que c'est les gens qui vont étudier les populations, ils vont étudier l'incidence des cancers, ils vont pouvoir associer les modes de vie ou les produits qui peuvent être mis dans le marché ou auxquels on est exposé, qui peuvent causer des cancers. Il y a un exemple qui est surprenant, on parlait du Japon. Le Japon a eu pendant très longtemps l'incidence la plus haute des cancers de l'estomac. Et on a compris que ça venait de la fumée qu'on utilisait pour conserver les aliments. Dès qu'on a découvert ça, et là, ils ont fait attention à ce type de consommation, c'est redevenu le cancer de l'estomac au même niveau que les autres pays. Donc vous voyez comme quoi la science, même si on n'a pas de réponse à toutes les questions, peut résoudre beaucoup de problèmes. Je voudrais rebondir un peu à la phrase que j'ai dit avant, parce qu'elle n'est pas complètement à moi. Elle a été inspirée par l'un de mes professeurs, l'un des professeurs qui ont été les plus importants dans ma carrière, qui a dit quelque chose de terrible. Il a dit à la classe, il avait dit, si vous avez la chance de vivre assez longtemps, vous aurez un cancer de la prostate, vous les garçons. Moi, ça m'avait effrayé. Bon, j'avais 27 ans, je n'étais pas trop concerné encore, mais par exemple, la glande prostatique, c'est quasiment une dégénérescence physiologique de se mettre à pousser et de provoquer pas des cancers très agressifs, heureusement. Mais la moitié de la population, donc les garçons, si on vit suffisamment longtemps, on l'aura. Donc vous voyez comme quoi, quand même, le vieillissement concerne l'augmentation de l'incidence des cancers, mais pour le cancer du pancréas, qui est celui que j'étudie moi, on ne comprend pas. Parce que la population n'augmente, l'espérance de vie n'augmente pas plus, actuellement, mais cependant, l'incidence continue à augmenter. Et là, on pense que c'est un énorme travail des épidémiologistes de trouver quel est le facteur qui induit l'augmentation de l'incidence, le facteur probablement quelque chose qui est dans notre vie quotidienne, que nous consommons, probablement que nous mangeons ou que nous respirons, qui provoque cette augmentation de l'incidence. Toute la difficulté, c'est que le cancer met plusieurs années à se développer. Pour certains cancers, plusieurs dizaines d'années. Donc comment aller chercher quelque chose qui est apparu dans le marché ou à laquelle on commence à être exposé il y a 10 ou 15 ans. Très difficile, très très difficile. Et c'est là qu'ils ont un rôle à jouer, nous, les biologistes moléculaires, parce qu'on peut exposer des petites cellules à des mutagènes et voir comment ces cellules vont réagir, s'ils vont être capables de réparer leur ADN ou elles vont être mutées. On a des moyens, on peut séquencer les génomes, on peut utiliser des systèmes de détection des mutations très très précis. Mais ça restera des études in vitro. Ensuite, il faut les épidémiologistes pour le transférer vers la clinique ou vers la population. Bien, donc on voit que c'est un phénomène complexe qui en fait dépend d'un individu, donc d'un terrain donné. Il y a probablement une part de hasard, comme on nous disait, c'est-à-dire des mutations qui arrivent de façon un petit peu random, un petit peu au hasard, et puis qui mutent des gènes. Peut-être qu'on dira plus tard que ce n'était pas dû au hasard, mais que c'était dû à un phénomène en particulier, comme tu dis Nelson, c'est-à-dire une exposition à un produit toxique, mais qu'on ignore. On voit aussi que c'est compliqué parce qu'il y a un contrôle par le système immunitaire et que dans certains cas, on peut jouer sur le système immunitaire, on peut prévenir l'apparition de cancer en vaccinant. Enfin, c'est très divers, c'est très complexe. En tous les cas, nous, chercheurs et cliniciens, on s'en occupe du cancer quand il est déjà là, très souvent. Donc souvent, on a un train de retard, en fait.
Mais on a quand même là développé ces dernières années des nouveaux traitements, des nouvelles thérapies. Alors il y a la bonne vieille chimio, comme on dit. Alors je dis ça, c'est un peu le terme n'est pas très bien choisi parce que pour les patients qui la vivent, la chimio c'est jamais très agréable, c'est même parfois très souvent très difficile à vivre. Donc justement, il y a cette chimiothérapie là qui agit sur l'ADN, mais il y a des nouvelles thérapies aussi. Est-ce qu'on peut peut-être parler de ça maintenant, des nouveaux traitements et des axes de recherche sur ces nouvelles thérapies? Là, c'est la partie où on peut apporter de l'espoir. Sur l'initiation tumorale, c'est encore assez débutant. À part de passer le message, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ne pas hésiter à aller se faire dépister pour prendre la maladie le plus tôt possible. Par contre, sur les traitements, on a fait énormément de progrès. Par exemple, dans le cancer du sein, il y a 40 ans, il y avait une femme sur 2 qui, malheureusement, décédait de son cancer du sein. Maintenant, c'est seulement une femme sur 9, donc on a énormément progressé. Et on progresse encore. On arrive de mieux en mieux à traiter les patientes, y compris qui ont une rechute après traitement. Donc ça progresse tous les jours. Les axes de progression elles sont multiples. La première chose, c'est qu'on a compris que le cancer, au début, on pensait juste un sac de cellules qui se divisait de façon indéfinie, de façon anarchique. Maintenant, on sait que ce n'est pas le cas. La tumeur, c'est une population très bien structurée. C'est un écosystème complexe, mais bien structuré, bien organisé, où chaque cellule tumorale va avoir des fonctions diverses. Elle va pouvoir changer d'identité pour pouvoir s'adapter au traitement. Elle va pouvoir dialoguer avec son micro-environnement pour pouvoir s'adapter, un petit peu comme une évolution darwinienne, comme dans l'évolution des espèces. La tumeur aussi, comme une espèce, elle va pouvoir évoluer en fonction du traitement qu'on va lui donner. Et ça, c'est ce qu'on comprend de mieux en mieux. Et en comprenant ces phénomènes d'adaptation, on arrive à développer de nouvelles thérapies qui vont permettre d'empêcher les cellules de s'adapter. Et tous les jours, il y a de nouveaux traitements qui sont mis en place, qui sont testés par les cliniciens, et ça progresse assez rapidement. Et je pense que ça progresse aussi parce qu'il y a d'énormes progrès qui sont faits dans d'autres disciplines qui ne sont pas la cancérologie elle-même, mais la chimie progresse énormément. Donc fabriquer des médicaments aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile qu'il y a 40 ans. Et puis aussi les phénomènes d'intelligence artificielle que tout le monde entend. Vous voyez bien, dans vos poches, vous avez tous des téléphones avec des technologies ultra développées. Dans nos disciplines, nous aussi, pour étudier le cancer, on bénéficie de cette progression dans l'intelligence artificielle, et ça nous permet de mieux comprendre tous ces phénomènes ultra complexes. Et peut-être je peux rajouter, parce que tu as bien mis en valeur, en évidence, la pluridisciplinarité de notre domaine. Tu as parlé de biologie, de chimie, d'intelligence artificielle. Et c'est vraiment ce que nous, on développe dans nos laboratoires. On collabore avec différents corps de métier, et pour aussi apporter du positif, ces dernières années, on a mis en place des modèles qui vont permettre dans un futur proche, j'espère, de faire ce qu'on appelle de la médecine personnalisée, où au laboratoire, on va prendre la tumeur du patient et essayer vraiment de l'analyser dans le laboratoire, parce que comme a dit Christophe très bien, une tumeur, ce n'est pas une boule de cellules homogène, c'est très hétérogène, il y a plein de cellules différentes qui vont chacune avoir une identité. Et donc avec ces nouvelles technologies qu'on met en place au laboratoire, on va pouvoir collaborer avec des chimistes et tester toutes leurs nouvelles drogues sur la tumeur particulière du patient pour pouvoir éventuellement après revenir voir le patient et lui dire voilà, nous avons trouvé la bonne chimiothérapie, tu ne vas pas être résistant à cette chimiothérapie, ça va marcher. Et donc ça, c'est ce qu'on met en place en ce moment dans nos laboratoires. Donc on s'intéresse aussi à comprendre les mécanismes de résistance et de sensibilité, parce qu'il y a des patients, je crois que c'est toi Nelson qui a parlé de chimiothérapie, c'est pas marrant, parce qu'il y a des patients, ils ont une chimiothérapie et en fait on s'aperçoit que ça marche pas, parce qu'il y a des phénomènes de résistance thérapeutique. Et nous, dans le laboratoire, on essaye de comprendre les mécanismes de pourquoi cette cellule va résister, et en essayant et pourquoi cette cellule d'à côté va être sensible, et en essayant de comprendre comment on arrive à rendre une cellule sensible, on peut éventuellement trouver le meilleur traitement pour rendre la cellule résistante sensible. Donc,
je pense que là, j'ai perdu tout le monde, mais voilà. Vous me faites rebondir sur 2 choses. Et là, je vais raconter une anecdote qui m'est personnelle. Quand je dois préparer ce type d'allocution pour le grand public, ma plus grande maîtresse, c'est ma mère. C'est les questions qui me pose ma mère. Et en réalité, à chaque fois que je réponds en public, je réponds aux questions que tout au long de ma vie, ma mère m'a posées. Ma mère me téléphone parce qu'elle vit à Buenos Aires. Moi, je suis argentin. Et la vie est un peu dans la périphérie de Buenos Aires. Et 2 questions qu'on vient d'évoquer, 2 mots qu'on vient d'évoquer, lui ont fait peur. Elle m'a appelé. Elle a eu 80 ans l'année passée. Première chose, elle m'a dit, Nelson, est-ce que les vaccins, tu penses que c'est bon ou pas? Époque de Covid, évidemment. Alors, moi, je travaille sur le cancer et je suis très pour vaccin. Donc, j'ai proposé à ma mère de se faire vacciner, chose qu'elle a faite, et je trouve que c'est très bien. Et ça me fait penser aussi à la personnalisation des traitements. Il n'y a pas meilleur traitement plus personnalisé que vacciner une personne contre son cancer. C'est ce qu'on est en train de faire et ce qui est fantastique. Imaginez qu'on peut récupérer un petit bout de la tumeur, apprendre à votre système immunitaire de se défendre contre ce cancer particulier qui est le vôtre, et on apprend à votre système immunitaire. Si on arrive à faire ça, ça serait fantastique. Le problème, c'est que la tumeur est un écosystème et il est capable de se autoprotéger du système immunitaire et devenir ce qu'on appelle dessert immunitaire. Et là, ça devient beaucoup plus complexe. Deuxième mot, la chimiothérapie, ça reste quand même des traitements qui sont très efficaces, soit un pourcentage des fois qui est faible des patients. Par contre, la toxicité de la chimio, on l'a tous, tout le monde, 100%. Et des fois, on a la moitié des patients qui vont répondre, l'autre moitié non, et on ne le sait pas au préalable. Et c'est là que la médecine personnalisée vient faire son jeu. Le cancer pancréatique est l'un des cancers le plus hétérogènes qui existe. À un point tel qu'on pourrait dire que chaque... Hétérogène, qu'est-ce que tu veux dire par là? Hétérogène, c'est que la tumeur d'un patient est différente de celle de la nôtre. J'allais juste compléter et dire chaque patient a une tumeur qui lui est personnelle. Et en médecine, parce que la science nous a permis d'avancer jusque-là, on traite tous les patients avec 2 ou 3 ou 4 chimios et de manière plutôt globale, alors qu'il y en a des dizaines, voire des centaines de types différents. Et là, c'est la personnalisation. Et là vient l'autre mot qui m'a interpellé, que ma maman m'a demandé. Elle m'a dit, Nelson, l'intelligence artificielle, je dois avoir peur ou pas? Est-ce que je peux demander à ChatGPT des choses ou il va me dominer? Alors, je dis, maman, l'intelligence artificielle, en réalité, c'est pas vraiment une intelligence. Elle est complètement artificielle, mais elle nous aide parce que c'est des systèmes qui sont capables, d'une fois qu'on les a amorcés, d'apprendre. Et ils nous évitent beaucoup de temps et beaucoup de travail. Et le système automatique le fait mieux que nous, parce que nous, on a toujours des tendances. Les chercheurs, on dit un double aveugle, on essaye toujours de faire les choses à plusieurs personnes et que l'une ne sache pas ce qui fait l'autre, de manière à être neutre. L'intelligence artificielle est complètement neutre, elle ne comprend pas, elle n'est pas si intelligente que ça. Et c'est ça l'avantage. Donc pas avoir peur de l'intelligence artificielle. Et dans mon cas, je me suis servi de l'intelligence artificielle justement pour apprendre au système qu'on a développé au laboratoire pour personnaliser les traitements. Actuellement, on a 2 essais cliniques, en cours à l'Institut de Paul-Calmette et un à Paris à l'Institut Curie, justement grâce à l'intelligence artificielle qui a appris à des systèmes qui ont été faits in vitro dans les laboratoires à détecter si les cellules vont être sensibles ou pas à la chimio. Et donc on peut détecter le 10, 15, 20% de patients qui vont être sensibles à la chimio et leur donner la chimio qui leur corresponde. Et c'est grâce à l'intelligence artificielle. Donc c'est encore un mot pro-vaccin, pro-intelligence artificielle. Parce que les vaccins, c'est la meilleure manière qu'on a de personnaliser un traitement, et parce que l'intelligence artificielle, elle est très artificielle, pas si intelligente, mais elle vient nous aider beaucoup. Juste pour préciser, je reviens sur mon leitmotiv, mais avant le traitement, il y a la chirurgie. La chirurgie, c'est le premier de tous les traitements. Si on prend une tumeur vraiment à son début, on est sûr d'être soigné. On l'enlève par chirurgie, c'est le traitement le plus efficace. Donc, encore une fois, je martèle le mot du dépistage, mais plus on est pris tôt, mieux on est soigné, et même des fois on n'a même pas besoin de chimiothérapie puisque la chirurgie a déjà fait tout le travail. Donc chirurgie premier des traitements, sauf bien sûr dans le cas des cancers du sang où là il n'y a pas de chirurgie possible. On n'enlève pas le sang encore. Des questions à vous? Je pense qu'il y en a plein en fait. Oui, madame. Il faut peut-être un micro, non? On peut la reformuler. Ah, c'est une très bonne question. Alors, je reformule. Est-ce que le cancer du pancréas est lié au diabète? Alors, le diabète est très lié à l'âge.
le diabète qui est acquis à travers le temps. Il y a un diabète qui est héréditaire, non, celui-là il est très jeune, mais il y a un diabète qui apparaît après un certain temps, qui est lié à l'âge. Alors longtemps on s'est posé la question, parce qu'on voyait le diabète autour du cancer pancréatique. Alors, donc, les gens qui avaient du cancer pancréatique, beaucoup avaient le diabète aussi. Donc on s'est dit, est-ce que c'est une association parce que le cancer pancréatique, la tumeur provoque un dérèglement de la glande, et du coup on devient diabétique. Et comment la tumeur met plusieurs années à se développer, il se pourrait qu'on ne sache pas qu'on a une tumeur, mais on a un diabète. À un point tel qu'aujourd'hui, l'apparition soudaine d'un diabète à un âge élevé fait soupçonner qu'on peut avoir un cancer pancréatique. Donc, si vous voulez, pour répondre clairement et simplement, si, il y a une association. Si vous me demandez si c'est la cause, c'est un peu plus complexe. On pense que oui, mais l'association là, en tant que cause, elle est beaucoup plus faible. Donc, quand on a un diabète, il faut aller faire un examen du pancréas? Non, quand on a un diabète. Quand on a une apparition soudaine d'un diabète qui prend comme ça, on était parfaitement normaux et on devient très diabétique d'un jour à l'autre ou d'une semaine à l'autre, il faut soupçonner et il faut faire attention qu'il n'y ait pas un cancer pancréatique. Alors, pour ce qu'il disait Christophe, c'est absolument vrai aussi pour le cancer pancréatique. Le dépistage plus tôt, c'est ce qui a permis de sauver, d'améliorer beaucoup l'espérance de vie et la qualité de vie des patients. Parce que si on a un cancer pancréatique très tôt, on peut le resséquer. Ça représente quand même, dans les meilleurs cas, 20% de patients. Ça reste faible. Parce que le cancer pancréatique est tellement métastatique qu'en général, quand il est détecté, il y a déjà des métastases. Mais effectivement, c'est pour ça que si on a un diabète soudain, il est important de consulter son médecin et évoquer la probabilité d'un cancer pancréatique qui serait autour de ce diabète. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai une question. Oui. Alors c'est sur le cancer, vraiment l'alimentation, c'est-à-dire qu'est-ce qui nourrit réellement le cancer au niveau alimentation pure et dure? On dit souvent le sucre, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Et si on éradique le sucre, est-ce que d'autres aliments ne vont pas prendre le relais pour justement continuer, que le cancer continue à se nourrir? Je vais reformuler comme ça tout le monde entend bien. Donc la question, c'est le rôle de l'alimentation dans le cancer. Je pense que la question, elle est double. Hein. C'est est-ce qu'il y a des aliments qui causent le cancer et est-ce qu'il y a des aliments qui favorisent la promotion l'augmentation du cancer une fois qu'il est là, voire même la résistance au traitement. Le rôle de l'alimentation. Là, on parle du métabolisme des cellules cancéreuses. Et là, moi, j'avoue que c'est un domaine, il y a beaucoup de chercheurs qui sont spécialisés là-dedans. Là, moi, j'ai pas de réponse. Ce qu'on peut au moins dire, c'est que les cellules cancéreuses sont des cellules comme les autres, donc elles vont se servir des nutriments qui sont apportés par l'alimentation pour survivre, pour se diviser. Si penser faire un jeûne, par exemple, va impacter sur la croissance tumorale, ça peut impacter sur un moment... au moment du jeûne sur la croissance tumorale, mais les cellules tumorales, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont capables d'arrêter de se diviser, d'attendre, et puis de recommencer à se diviser plus tard. Donc je pense que c'est assez difficile de se dire qu'en faisant un jeûne, par exemple, on va guérir du cancer. Hein. J'ai le point de vue du clinicien, excuse-moi Nelson. Le point de vue du clinicien, parce qu'on nous pose souvent la question, hein, c'est-à-dire dans les consultations, on nous demande est-ce qu'il faut manger différemment, est-ce qu'il faut arrêter le sucre, est-ce qu'il faut faire un régime. C'est toujours pareil, c'est un équilibre entre les bénéfices et les risques. Hein. C'est-à-dire que si on a le cancer, la chimio, les complications éventuelles de la chimio, et qu'en plus on arrête de manger, on risque de cumuler les problèmes. Donc tout arrêter, certainement pas. Arrêter le sucre, comme vous l'avez très bien dit, d'autres aliments prennent le relais. Hein. Une cellule cancéreuse, elle n'est pas addict au sucre spécialement, mais elle a besoin de sucre, mais aussi d'autres métabolites pour survivre. Donc je pense que la réponse est, pour l'instant, on n'a pas de données suffisantes scientifiques pour prescrire un régime plutôt qu'un autre, ni pour prévenir, ni pour empêcher la croissance, ni pour agir sur l'efficacité des traitements. Alors, pour le cancer pancréatique, le pancréas, plus globalement, comme je disais avant, c'est une glande qui intervient dans la digestion et dans le métabolisme de sucre. Donc c'est un plein carrefour de ce qui est le métabolisme et la nutrition. Si on essaie de faire un jeûne ou manger moins de quelque chose,
ce qu'on va provoquer, c'est un affaiblissement en général, et on va provoquer notamment un affaiblissement immunitaire qui nous permettra de lutter un peu moins efficace contre le cancer. Donc la réponse est non, il ne faut pas le faire. Après, qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce qu'on ne peut pas manger? Un mode de prévention. Effectivement, on l'a entendu tous à la télé, à la radio, 5 fruits et légumes par jour, c'est absolument vrai. Peut-être pas 5, on ne le sait pas, ça c'est un slogan publicitaire. Manger sain, manger des produits le plus frais possible qui contiennent les vitamines nécessaires va permettre au corps de lutter contre les mutations et contre tout type d'affaiblissement. Par contre, manger gras, trop sucré, trop salé, ça va provoquer un fléau qui est l'obésité. L'obésité provoque du diabète, et là je reviens à la question qu'avait posée madame, et le diabète aussi est associé au cancer. Donc dans ce sens-là, si vous voulez, ce n'est pas le diabète, c'est la même cause du diabète qui est aussi la cause du cancer pancréatique, l'obésité. Pourquoi l'obésité? Parce que l'obésité, ça on a très bien compris, est associée à un état inflammatoire. C'est étrange, hein, mais quand on a accumulé beaucoup de lipides, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un état pro-inflammatoire permanent. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir un cancer, ça veut dire qu'on aura un système pro-inflammatoire. Et l'inflammation va lutter. Le système inflammatoire, c'est un système qui est naturel, qui est spontané, qui est bénéfique, mais pas quand il est exacerbé, parce que le système inflammatoire va provoquer aussi l'apparition des radicaux libres qu'on en a parlé avant. Ce sont des radicaux de l'oxygène qui vont servir à tuer les bactéries, les virus, etc. Donc, c'est le système pro-inflammatoire que maintenant il est incontrôlé par l'obésité, va provoquer un état mutagène exacerbé, et notamment dans le système digestif et le pancréas. Donc, si on peut manger équilibré, faire du sport de manière à consommer les sucres et les nutriments qu'on pourrait en consommer de trop, c'est la meilleure manière de prévenir l'apparition des cancers et surtout d'avoir une bien meilleure qualité de vie. Il y avait une question, je crois, au fond. Oui, je crois derrière, peut-être. Allez-y. Je reviens sur le vaccin contre les HPV. Moi, je travaille dans les services de pédiatrie et j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pouvez dire aux parents, parce que j'en rencontre encore qui sont très sceptiques par rapport à ce vaccin. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour essayer de les convaincre de vacciner leurs enfants, que ce soit les filles et les garçons? Alors, donc la question, c'est comment convaincre les enfants, enfin plutôt les parents d'enfants pour se faire vacciner contre l'HPV, qui est, comme on l'a dit, l'HPV étant une cause du cancer du col. Je vais peut-être essayer de répondre. Alors, comment convaincre quelqu'un qui est contre la vaccination? C'est pas une question simple, hein. Nelson l'a abordé. Donc c'est sa maman, donc peut-être qu'il a quand même les moyens de la convaincre. Mais quand c'est des gens qui n'y croient pas et qui croient même que ça peut être délétère, là c'est une autre paire de manches. Et donc on est tous confrontés à ça. Je pense peut-être une des façons de faire, c'est d'expliquer, d'expliquer et d'essayer d'expliquer calmement et d'être convaincant sur le fait que là on a une cause. Il y a un cancer avec une cause, c'est rare, hein, la plupart du temps on n'a pas. Là il y a une cause unique, qui est une infection virale. L'infection virale créant un état inflammatoire, et l'état inflammatoire étant le lit du cancer, de ce cancer-là. Donc en agissant contre le virus qui est la cause de cette inflammation, donc en vaccinant contre le virus, on empêche l'infection, et donc très très simplement, on empêche le cancer. Donc voilà, si vous voulez, on est dans quelque chose qui est relativement simple et facile à expliquer. Après, on entre dans une autre dimension, qui est la dimension de convaincre quelqu'un qui a des croyances. Et là on sait que c'est beaucoup plus compliqué. Pour rajouter que le cancer du col, c'est un cancer difficile à traiter. Hein. Donc, vaut mieux être vacciné pour ne pas l'avoir. Hein. Alors, il est clair que la raison pour laquelle il y a des gens qui sont convaincus de ne pas vouloir des vaccins, c'est très influencé par l'industrie pharmaceutique, par les torts qu'il y a eu dans le passé de l'industrie pharmaceutique, de mettre sur le marché des vaccins qui n'étaient pas bien testés, qui n'étaient pas bien évalués. Alors, pas tous les vaccins se valent, et pas tous les vaccins contre des pathologies sont pareils. Il y a les virus, il y a des maladies qui peuvent être anodines. Donc, le grand débat, on l'a tous connu à l'époque du Covid, parce que le Covid n'était pas très mortel, et donc la vaccination était plutôt pour la population, et pour la population à risque. Donc, quand on le faisait les plus jeunes, c'était pour protéger la population en général. Alors, un vaccin qui est bien validé, qui est bien prouvé, là, c'est un peu cocorico, parce que c'est quand même Louis Pasteur qui a mis ça pour l'humanité.
c'est un excellent système parce que c'est apprendre au système immunitaire. Donc on va revenir à la base du vaccin, hein, pas avoir un vaccin d'AstraZeneca ou d'une autre pharma. Le principe du vaccin, c'est apprendre au système immunitaire d'un individu à se défendre contre un pathogène ou contre une situation tumorale, par exemple. Et peut-être, parce que moi, souvent aussi, j'ai des mamans, des collègues mamans qui me posent cette question. Parce qu'on a tous des enfants qui sont passés par l'âge de la vaccination. Donc moi, je leur explique simplement en disant que c'est un vaccin qui est assez exceptionnel parce qu'il couvre, ça a été prouvé, mais il couvre toutes les formes de l'HPV. C'est pas juste un seul virus, il y en a 3 ou 4. Et donc ce vaccin, il est vraiment spécifique. Donc voilà, j'essaye d'expliquer qu'il n'y a pas d'effet secondaire et que c'est pas que le cancer du col de l'utérus, c'est potentiellement le cancer de la gorge, cancer anaux, génitaux, et donc voilà, essayer de leur faire peur un petit peu en disant que potentiellement ils n'auront pas ce type de cancer plus tard, donc pourquoi ne pas se vacciner? Donc moi c'est comme ça que je le dis quand on me pose la question, je parle pas en tant que clinicien mais en tant que chercheur en disant que ça a vraiment été prouvé, l'efficacité de ce vaccin. Je pense que pour répondre quand même à cette question qui est quand même très très importante, je pense qu'il ne faut pas baisser les bras et continuer d'expliquer ces avancées scientifiques, l'effet que ça a eu, essayer de redonner confiance aussi aux gens qui parfois n'ont plus confiance dans la recherche, plus confiance dans les vaccins, plus confiance dans les pharma, parfois à raison, hein. Il y a eu des histoires, hein, ça, on ne le nie pas, il y a eu des scandales. Mais enfin là, pour ce cas particulier, je pense que ça vaut le coup de ne pas baisser les bras et de continuer à défendre ce que nous on défend, hein, c'est-à-dire une recherche raisonnée, responsable, au lit du patient, c'est-à-dire pour le bénéfice du patient, dans un centre de cancérologie où on fait de la recherche de pointe, mais aussi du soin de pointe, où on accueille les gens. Il y a quand même toute une éthique aussi derrière, et donc ça nécessite de passer du temps, d'expliquer, de ne pas baisser les bras et de continuer à y croire malgré la complexité de l'évolution politique. Et on sait bien que c'est de plus en plus difficile de convaincre avec la science, mais je pense que ça vaut le coup de continuer à essayer. C'est un petit message militant. Il y a un message d'espoir aussi, c'est excellent. J'adore Sylvain, c'est absolument ce que je pense. Et c'est toujours encourageant de sentir qu'on fait partie de ce corps des métiers qui peut apporter un espoir à des difficultés que l'humanité fait face, comme le cancer ou les pathologies. Cependant, je crois aussi qu'il faut croire au système vivant. Le corps humain est fantastique. C'est une machine incroyable qui a des milliards d'années d'évolution et qui a permis, à partir de la toute première cellule qui est apparue dans la planète, d'arriver à un système qui prend conscience de soi-même et qui est capable de chercher une solution pour des déséquilibres qui apparaissent dans ce même système vivant. C'est fantastique. Si on le raconte comme ça, c'est incroyable. Et je reviens aussi à un concept qui avait été évoqué par Christophe et par Géraldine, le fait que la tumeur est un écosystème et qui est capable de s'auto-équilibrer. Et je reviens à une question de ma maman. Elle m'avait appelé une fois, elle m'a dit « Nelson, tu te rends compte, ce virus, on va se prendre une 2e vague parce qu'il a été capable de s'adapter et évoluer. » J'ai dit « Ma maman, ne te plains pas. La raison pour laquelle on existe, c'est justement la même raison qui a permis à ce virus d'évoluer. On ne peut pas demander la pluie et le beau temps. Donc on est beau comme des astres, parce qu'on est capable d'évoluer nous aussi. Donc on ne peut pas se plaindre contre les systèmes vivants. La tumeur, c'est exactement ça. Et c'est ça qui est très difficile, parce que c'est un système qui est auto-équilibrant et qui est hétérogène en soi. Les cellules qui font partie d'une tumeur, c'est un écosystème. Elles ne sont pas toutes pareilles. Et de là qu'une seule chimie, on ne peut pas les tuer toutes. Donc on en tue certains, ça se rééquilibre, et c'est pareil qu'un écosystème, qu'une forêt avec des oiseaux, des insectes, des arbres, des arbustes. Mais effectivement, c'est tellement hétérogène que quand le feu prend, ça tue les arbustes restent, ça protège les pépins qui vont repousser après. La tumeur, c'est exactement ça. Et de là, toute la difficulté. Donc c'est une grande découverte quand on a compris que les tumeurs, on ne pouvait pas les traiter comme des agents complètement en dégénérescence, homogènes.
Ça ne date pas de si loin. On en parle de ça depuis très longtemps, mais moléculairement, c'est des choses qu'on commence à comprendre maintenant grâce à l'apparition des sciences omics. On a tous entendu parler du séquençage du génome humain. C'est le premier système qui a permis d'aborder toutes les molécules d'un type dans une cellule et les analyser toutes, avoir toute l'information. Le premier, c'était le génome. Ensuite, il y en a eu d'autres, parce qu'il y en a plusieurs molécules. Et ça nous permet de comprendre l'hétérogénéité, elle est très profonde. Je crois qu'il faut croire au système vivant, il faut essayer de les comprendre, croire à la capacité de notre organisme à se défendre, l'aider quand c'est nécessaire, et croire à la science, qui est capable de comprendre ces mécanismes vivants pour trouver des solutions. C'est quand même très humaniste ce que j'ai dit. C'est la confiance dans la vie et dans l'être humain. Bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Cool. Donc c'est une question qui est générale, qui est sur la prolifération et sur la rapidité de croissance de certains types de cancers et d'autres cancers qui le sont moins. Donc on prend par exemple l'exemple de leucémie, alors pour quelque chose que je connais bien parce que c'est un cancer du sang, où ça prolifère très très vite, et les cancers de prostate qui apparaissent effectivement avec l'âge, comme disait Nelson, qui évoluent beaucoup plus lentement. Donc c'est une question pour vous. C'est lié à plein de paramètres. Hein. Mais déjà, si on regarde un corps humain, tous les tissus se développent pas à la même vitesse. Le sang est renouvelé très rapidement. La glande mammaire est un organe complètement stable. Et si on n'a pas de grossesse, par exemple, la glande mammaire ne sert à rien dans le corps humain. Donc elle est complètement stable, elle ne se divise pas. Le sang se divise énormément. Donc déjà, si on vient d'un organe qui se divise énormément contre un organe qui se divise très peu, comme la prostate aussi, déjà, le cancer va ressembler quand même à l'organe dont il vient, quoi. Donc, Puis la deuxième chose, c'est, comme on l'a dit, le cancer, c'est une maladie du génome. Donc en fonction des anomalies qu'on va avoir, il va avoir des anomalies qui poussent énormément à la prolifération et l'adaptation au tissu dans lequel on est, puis des anomalies qui créent un cancer, mais qui est beaucoup moins évolutif. Et puis il y a plein d'autres paramètres aussi, le tissu dans lequel on vient, l'environnement. Par exemple, le cancer du sein est lié aux conditions hormonales. Ça ne va pas être pareil si on est une femme qui est en pleine ménopause ou si on est une jeune femme ou si on est une dame plus âgée. Donc il y a beaucoup de paramètres qui vont agir et ça va être vraiment en cas dépendant, et c'est un peu, ça rejoint ce qu'on dit, ça rejoint l'hétérogénéité entre les pathologies. Donc c'est vrai qu'une leucémie, c'est pas pareil qu'un cancer du sein, mais même à l'intérieur des leucémies ou à l'intérieur des cancers du sein, on a énormément d'hétérogénéité. Et le cancer, on dit souvent le cancer de Madame X, c'est pas le cancer de Madame Y, même si c'est deux cancers du sein, par exemple. Donc, c'est quand même une observation qui a été faite, que les cancers, plus ils sont tôt dans l'âge, plus ils sont agressifs, de manière générale. Il y a des exceptions. Et donc, il se peut que ça soit aussi un problème métabolique. Le métabolisme, quand on est jeune, est beaucoup plus actif. Et donc, les cancers évoluent beaucoup plus vite. C'est assez connu que les cancers des âges très élevés, en général, sont, notamment le cancer pancréatique, par exemple, passé les 80 ans, les formes qui apparaissent sont beaucoup moins agressives. Alors qu'on voit actuellement des cancers plus en plus jeunes. On voit maintenant des cancers dans des gens qui ont 40 ans, qu'avant c'était exceptionnel, c'était un tous les 10 000. Et maintenant, on commence à en voir et sont beaucoup plus agressifs. Donc effectivement, il y a des processus métaboliques qui peuvent avoir un impact. Il y a la capacité du système immunitaire aussi de se défendre. Et aussi le type de cancer. C'est une question qu'on on se pose tous. Il y a par exemple, pour le cancer du pancréas ou pour le cancer du sein, il y a des cancers qui sont très très agressifs et on commence à avoir des marqueurs qui indiquent qu'il va être un cancer qui va évoluer très vite. Donc il faut qu'on le prenne en charge d'une manière très particulière. J'ai assisté une fois à une conférence d'un monsieur qui a pris sa retraite il n'y a pas longtemps. Il s'appelle Jean-Robert Delperot, qui est un excellent chirurgien connu internationalement, qui opérait du cancer du pancréas à l'Institut Paoli-Calvet. Il avait une manière de présenter ces choses qui était très provocatrice et que j'adorais. C'est l'un de mes menteurs, c'est l'une des personnes qui m'a poussé à faire de la recherche translationnelle, avicée de traitement des patients. Il avait présenté une conférence dans un grand congrès montrant que la survie d'un cancer pancréatique avait une association avec l'hélitroyage. Tel comme si le fait que le patient ait pris un hélicoptère améliorait son espérance de vie. Évidemment, ce n'était pas l'hélico, c'était qu'on allait plus vite et qu'on allait le traiter plus vite.
justement parce que le cancer pancréatique, c'est l'un des cancers qui évolue le plus vite et qui met en péril la vie du patient le plus rapidement. Bien, merci pour cette métaphore aéronavale, ouais, aéronautique. Est-ce que vous avez d'autres questions dans la salle? Il y en a trop, on les garde pour la prochaine fois alors. Donc on les garde pour la prochaine session. Donc on va conclure. Je vous remercie à vous pour votre présence. Je remercie à vous pour vos explications. Et on voit que c'est compliqué, qu'on a beaucoup d'efforts à faire encore de recherche. Mais il y a une chose qui me semble importante, c'est notre engagement là pour la recherche clinique. C'est-à-dire la recherche pour les patients, pour la recherche translationnelle. Donc le mot a été prononcé, c'est un mot compliqué qui veut dire en fait les chercheurs ne sont pas tout seuls dans leur tour d'ivoire. Ils sont dans un hôpital, ils fréquentent les médecins fréquentent les chercheurs, on échange tous les jours et c'est comme ça qu'on fait avancer les choses, enfin je pense. Donc en tous les cas c'est comme ça qu'on travaille et on y croit. Et voilà, donc je vous remercie. À bientôt. Merci. Le mot de la fin. Pour qu'on soit heureux et fiers d'être à Marseille. Marseille est en train de construire dans le campus de l'Institut Pauli Calmettes le premier bâtiment dédié à la lutte contre le cancer pancréatique en France. Les Anglais, ils en avaient un, les Allemands aussi. Nous aussi, à partir de l'année prochaine. Il s'appelle Fight Cancer. C'est un nouveau centre, un bâtiment nouveau qui s'est construit tout près de l'Institut Pauli Calmettes, exclusivement pour la recherche translationnelle dédiée au cancer pancréatique. Merci.